Ouais, c'est bon, c'était moi le fautif. Ok, mais avant de rentrer plus en détail, je pense qu'une majorité d'entre vous ne me connaissent pas, même si je vois quelques étudiants à moi au fond de la salle. Donc je m'appelle François Perrin, je suis kiné effectivement comme vous depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de travailler en libéral, j'ai eu l'occasion de travailler à l'hôpital. Je travaille également en tant que formateur en formation initiale depuis 2018 et aussi continue, ce qui va représenter mon principal effectivement conflit d'intérêts. Donc sachez-le, je suis formateur et ça va forcément, que je le veuille ou non, encore réussir à avoir un impact sur ce dont on va parler, parce qu'on va parler formation continue évidemment. Mais je suis avant tout effectivement un apprenant comme vous, tout simplement. Alors pour mettre un peu le contexte de cette présentation orale, c'est pas mon initiative, d'accord, c'est une demande du CS, du CIFEPK, et je trouve effectivement cette demande extrêmement intéressante, non pas parce que ça flattait mon ego, quoique, mais principalement parce que ça a résonné aussi en moi. Et quand ils m'ont fait cette proposition, je me suis dit, effectivement, c'est vrai, je pense que tous les cliniciens qui ont commencé à accumuler un peu d'expérience et qui ont eu l'opportunité de faire différentes formations, notamment continues, ont été, je pense, confrontés un jour à un choix qui, lorsqu'ils ou elles ont regardé dans le rétroviseur, se sont dit, ah, peut-être que ce choix a été discutable. Et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je vais être durant cette intervention, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément adopté une posture de sachant et vous dire celle-ci allez-y, celle-ci elle est éclatée au sol, d'accord, ça n'aurait pas de sens. On va essayer plutôt d'explorer ensemble qu'est-ce qui fait qu'une formation peut avoir plus ou moins du sens, c'est quoi effectivement qui serait recommandable si on passe par le prisme des sciences de l'éducation, et essayer qu'à la fin, vous ayez, on va dire, un canevas, ou en tout cas des étapes de pensée pour réussir à trouver vos solutions à vous, d'accord, pour votre chemin personnel. Si effectivement cette conférence a résonné en moi, comme je vous le disais, c'est aussi parce que j'ai fait des choix qui, quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, je me suis dit, bah, si c'était à refaire, peut-être que je ferais différemment, ou en tout cas des choix qui m'ont dit, en fait finalement ça me convient pas. Alors, ça va être mon petit moment psychanalyse, là, donc je compte sur votre écoute active et bienveillance, d'accord? Et je vais vous raconter un petit peu une petite histoire personnelle. Donc, quand j'étais étudiant, j'ai toujours été un petit peu en difficulté avec certains abords thérapeutiques qui étaient très, comment dire, extrêmement portés sur des séquences et sur des méthodes. Et il y avait quelque chose en moi, sans que je sois en capacité de vraiment mettre des mots dessus, qui me faisait ressentir une incohérence. Et un premier élément de solution, je l'ai vécu au JFK en 2013. J'étais bénévole, un peu comme certains bénévoles qui sont ici. Et quand on est bénévole, des fois dans les congrès, on peut, dans les temps de pause, peut-être votre cas là, d'accord, assister à certaines conférences. Et du coup, j'avais eu l'opportunité d'assister à une conférence qui, alors j'ai oublié le titre, mais c'était en gros la prise en charge d'un patient, l'abord MDT versus l'abord TMO. D'accord. Et j'étais allé comme ça, je me disais, ah, ça c'est intéressant, puis en plus TMO, je n'avais jamais entendu parler de ça. Il faut le mettre dans le contexte, on était en 2013, hein. Même si ça existe depuis les 70, en France c'était assez incroyable, bref. Donc du coup je rentre là-dedans, et du coup je vois une approche, un même cas clinique, et en gros comment est-ce que les gens formés en MDT l'abordent, comment est-ce que les gens formés en TMO l'abordent. Juste rapidement, on est ok pour dire qu'en 2026, là aujourd'hui, tout le monde est assez à l'aise sur l'acronyme TMO, ou pas? Non? Ok. Alors, merci pour votre franchise. La TMO aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la thérapie manuelle orthopédique. Pour faire très simple, c'est on va dire un panel un référentiel de formation, en gros qualité, autour de la thérapie manuelle orthopédique, autour du champ musculo-squelettique. C'est géré par l'IFOMT, d'accord, l'IFOMT qui est la branche musculo-squelettique de World Physio qui est la branche kiné de l'OMS. Okay, donc c'est une structure associative qui produit un référentiel de formation qui dit bah ça c'est de la qualité en musculo-squelettique, ça c'est un peu plus bof. Ok, bon. Et donc du coup j'arrive dans cette formation, cette communication là. Et puis donc j'ai l'abord MDT, qui était assez avec une belle hype aussi à l'époque comme aujourd'hui, et puis l'abord TMO. Et je prends conscience, avec mon petit regard d'étudiant, en 2013 j'étais en première ou deuxième année, parce que moi j'étais un des premiers à faire ça en 4 ans, mais avec 2 années qui étaient pareilles.
Et du coup, je vois d'abord TMO et je me rends compte que en TMO, il s'intéresse beaucoup à... Alors c'est très structuré, c'est très rigoureux, et il s'intéresse à essayer de trouver la cause, le tissu effectivement qui serait responsable des problèmes du patient, un apport relativement structurel. En tout cas, c'est comme ça, avec mes yeux d'étudiant de l'époque, que je le perçois. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qui me manque. Je trouve ça ultra carré. Bref, du coup, ça me hype. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. La conséquence, c'est quoi? C'est que, une fois diplômé, donc en 2014, outre le master que j'ai fait, je me lance dans une formation longue, en TMO, un cursus, on met entre 5 et 10 ans à finir, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance, et du coup, je passe différents niveaux. Et en fait, plus j'avance, et plus, alors que j'avais l'intime conviction, et je me rappelle même en avoir parlé durant ma soutenance de mémoire, tout, bref, que j'irais au bout, d'accord? Je voulais être fellow. Et au fur et à mesure, quand j'arrive à un niveau, ça commence à perdre de son sens. Je commence à être de moins en moins à l'aise pour, au final, lâchement abandonner le truc. Okay, et ne pas, on va dire, répondre à la promesse que je m'étais fait en tant que jeune diplômé d'aller au bout et d'être fellow. Au final, c'est qu'au fil du temps, j'ai perçu une forme de dissonance et j'ai pris conscience, ça a pris quand même 3-4 ans, que c'était peut-être pas le meilleur moyen pour moi d'aller trouver ce que je cherchais. Et si je partage ça, c'est qu'on pourrait être tenté de dire « c'est couillon, j'ai perdu 3-4 ans ». Probablement que non. Et c'est un peu ce retour d'expérience et ce regard réflexif que je vais essayer de vous partager, et c'est essayer de faire en sorte que vous, non pas que vous ne viviez pas la même chose, parce que je pense que c'est extrêmement formateur de vivre ce que j'ai vécu, et probablement que ça m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui et là où je serai demain, mais plutôt de regarder ça avec bienveillance et comment optimiser au maximum. Parce que j'aurais pu en raconter d'autres, anecdotes qui étaient plus courtes, d'accord, mais j'aurais pas pu m'allonger comme ça, et ça aurait été beaucoup plus critique. Okay. Donc, ce que je vous propose, là, tous ensemble, c'est que vous allez devoir faire un choix. Okay. Il y a des choix très difficiles, comme choisir son Pokémon pour débuter, et puis il y a des choix encore plus difficiles, qui va être celui que je vais vous proposer là, maintenant. Ce que je vais vous demander, d'accord, c'est de vous mettre dans la peau d'un apprenant, jusque-là c'est assez facile, d'une apprenante ou d'un apprenant, et imaginez que vous ressentez le besoin de faire une formation pour améliorer la prise en soin des personnes souffrant de lombalgie. Okay, donc vous êtes cette professionnelle ou ce professionnel-là, et vous tombez, après une revue relativement rapide, sur 3 formations. Donc il y aura, non pas Bulbizarre, pardon, il y aura un DU, d'accord, un DU qui s'appelle du coup lombalgie chronique, mécanisme, facteurs de chronicisation et recommandations actuelles. Okay. Vous aurez une formation continue qui s'appelle lombalgie, comprendre, rassurer et remettre en mouvement, qui est faite par votre Instagrammeur préféré. D'accord, un mec avec beaucoup d'abonnés. D'accord. Et la formation raisonnement clinique et prise en charge fonctionnelle de la lombalgie persistante, okay, qui est fait par un organisme continu assez sérieux, mais qui n'est pas forcément incarné par une personne. Ce que je vais vous demander là maintenant, tous, individuellement, c'est faites un choix. Quelle formation vous allez choisir? Je vous laisse 10 secondes. Mettez-vous d'accord avec vous-même, d'accord? C'est souvent le plus difficile. D'accord? Si besoin, vous faites un vote par consensus pour savoir à quel point vous êtes d'accord sur vos différentes personnalités. Ok. Là, rapidement, à main levée, qui choisit le DU? Ok, donc on est sur un petit quart, je pense. Qui choisit lombalgie, comprendre, rassurer et remettre en mouvement par Instagrammeur? Ok, il y en a 2, du coup il y en a un qui a perdu, qui n'a pas assumé suite effectivement à ça. Ok, et qui choisit l'organisme de formation de raisonnement clinique pris en charge? Ok, très bien. Maintenant, ce que je vous demandais, est-ce que je peux avoir l'aide peut-être de certains bénévoles? Je vous demandais au final de vous dire, et j'aimerais que vous partagiez ça, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Soyez des bénévoles, soit vous parlez fort, comme vous préférez. Yes. Ok, pour les raisons financières, celle par l'organisation, elle risque d'être remboursée. Ok, ça s'entend. Ouais, vas-y, je vais gérer. En gros, moi, le lombalgie, le fait que c'était par un Instagrammeur, on est complètement mobilisé parce que c'est une seule personne, donc ça, pour moi, ça dégage. Voilà. Après, dans le troisième, le raisonnement clinique, pour moi, c'est la base, donc c'est ça qui m'a intéressé par rapport au premier. Voilà. D'accord.
En fait, c'est le terme raisonnement clinique, boum, ça fait écho en toi. Ouais. Ok, d'accord. D'autres ouais. Personnellement, j'étais parti sur le début en me disant que, quel que soit l'universitaire, il y a potentiellement plus d'intervenants, plus de personnes sur qui je peux me renseigner, on va dire, entre guillemets, la légitimité de pourquoi est-ce que je réponds à par peu, en sachant que en fait, on ne sait pas qui nous fait les formations. Et du coup, je me suis dit, ça me laisse le plus de choix. Et ouais, non, c'est ce truc qui me plaisait. Ok. Le DU et l'institution te rassurent. Plus ou moins. Ok. D'autres arguments? Ouais, ça arrive. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que l'Instagrammeur ça dégage, parce que tu vas chercher un mec en particulier, sauf que c'est hyper calé, c'est son domaine de prédilection. Tu sais où tu vas, tu sais dans quoi tu te lances, et tu as aussi un recul sur ce mec-là en particulier parce que du coup, tu as le ressenti des expériences. Là où sur un DU, tu sais pas à qui t'as affaire, donc peut-être que enfin, c'est va être formateur dépendant dans le sens où peut-être que le mec que tu vas avoir le lundi, il va être hyper bien, mais le mardi, il va être claqué. Donc, il y a ce biais-là aussi. C'est ça que j'ai beaucoup hésité avec la deuxième, mais je suis pas sur la troisième pour m'ennuyer. Mais je vois bien sur mon choix. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui ont envie d'être énoncés? Je crois qu'il y a une personne là-bas et une personne ici. Je peux parler avec toi. Ouais. Moi, c'était un biais personnel. J'ai choisi la troisième parce que la compagnie clinique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse assez pour faire un DU entier. Et je me dis que le troisième me permettra d'avoir les bases et les clés suffisantes pour les prendre en charge sans que ça me fasse. D'accord, c'est que tu te dis probablement que le DU demande plus d'investissement et donc pour ces raisons-là, je suis pas assez motivé pour aller jusque-là, donc on va commencer par un truc plus simple, plus court. Souvent, les formations réglementées, c'est dans chaque session 3 jours, ou 3 jours chaque truc. Le DU, c'est sur une année entière. Ok. Ouais. D'accord. Du coup, moi, j'avais des raisonnements cliniques aussi. Et pour le DU, j'avais mis un deuxième choix et il y a le côté une prise de beaucoup de temps. Il y a le côté hyper spécialisation aussi dedans. Quand on fait un DU, c'est vraiment pour faire quasiment que ça. Et la prise de temps aussi avec le mémoire en général qui est réalisé à la fin. Ok. J'associe DU, mémoire et du coup un investissement paraît plus important. Ok, très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, donc il y a les arguments pour et contre sur les différents formats. Et l'autre chose qui est assez marrante, j'aurais possiblement encore besoin de toi après, je te préviens pas, mais désolé. L'autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on remarque, c'est que chacun d'entre nous est probablement pas sensible aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pu faire un choix par élimination, peut-être celles et ceux qui sont le moins sensibles par rapport à la lombalgie persistante. Il y en a qui ont dit « oulala, DU c'est du temps », en plus ils associent ça à un mémoire, donc du coup c'est un peu chaud. Il y en a qui associent un Instagrammeur à de la merde, d'accord. D'autres au contraire, ça peut être très bien. Donc en fait, on se rend compte que la vision elle est très personnelle par rapport à ça. C'est une première notion qui est probablement intéressante. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça n'arrive jamais de choisir une formation continue, même quand elle est payée par un organisme financeur, juste sur le titre? J'espère qu'on est d'accord par rapport à ça. Vous allez aller un peu plus loin, il y a des chances. Ok. Donc, si on va plus loin, vous allez regarder un petit peu quelle information chacune des formations vous propose. En général, elle vous propose quelques objectifs associés. Si on prend l'exemple de ce fameux DU fait par cette université, ça n'existe pas. Hein. D'accord, soyons juste d'accord. D'accord. C'est là que vous voyez que notre ami commun a travaillé. Ok. Donc le DU, il se focus sur le fait de décrire les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans la lombalgie, d'identifier les facteurs psychosociaux associés et de connaître les recommandations de bonnes pratiques. Okay, autour toujours de la prise en charge des lombalgies, notamment persistantes. Si on s'intéresse à votre Instagrammeur, donc Alex Kiné formateur, d'accord, qui a plus de combien on dit 70 000 abonnés. En fait, c'est pas si fou que ça, mais bon, c'est quand même pas si mal. Enfin, qui suis-je pour dire ça en vrai. Et donc lui, ses objectifs sont un poil différents. Vous remarquerez, on va être plutôt intéressé sur comprendre les principes actuels des prises en charge, adapter son discours éducatif et également mettre en œuvre des exercices fonctionnels. Donc on se rend compte que c'est des objectifs qui sont un peu différents au niveau de la formation qu'il propose. Et l'organisme de formation, continue, lui, ce qu'il vous propose, c'est de structurer les raisonnements cliniques, c'était un terme qui avait fait écho à plusieurs personnes d'entre vous, c'est d'élaborer des stratégies de prise en charge individualisées et également d'argumenter ses choix thérapeutiques. À nouveau, je vais vous poser exactement la même question, c'est là que j'aurai besoin de toi dans 30 secondes. Maintenant, avec vous-même,
à la lumière des objectifs, d'accord, que se fixent ces formations, et c'est souvent à ça que vous avez accès entre autres, bah, mettez-vous d'accord avec les différents vous-même sur laquelle, entre guillemets, vous choisissez. Parce que oui, on peut en choisir qu'un seul. Même si à la fin, vous pourrez rencontrer un salamèche sauvage, d'accord, et le capturer, là, vous commencez avec un seul starter. Ouais. Les autres, ça allait trop vite. Donc, pour rappel, le DU, d'accord, c'était mécanisme neurophysiologique, facteurs psychosociaux associés et les recommandations de bonne pratique, d'accord, avec une plaquette dans les tons bleus, voilà, et beige, ok, et c'est à Bordeaux, d'accord. L'Instagrammeur, donc plutôt dans les tons orange, c'est une couleur de la communication en général, plutôt sur comprendre les principes actuels de la prise en charge, le côté discours éducatif et exercice fonctionnel, tout dans le badge. Et l'organisme de formation, c'était raisonnement clinique, stratégie de prise en charge individualisée et argumentation des choix thérapeutiques. Et le vert, très écolo. Ok? Alors là, rapidement, d'accord, parce que on tord un peu la réalité et on vous force à faire un choix très très vite, qui ferait le choix du DU? Ok, le DU a perdu un petit peu en hype, d'accord? Qui ferait le choix de l'Instagrammeur? L'Instagrammeur a gagné un poil, enfin en pourcentage c'est pas mal, mais en masse c'est pas énorme, et qui du coup ferait le choix de l'organisme de formation continue. Ok, donc là c'est effectivement toujours aussi massif, et du coup vous me voyez venir avec mes gros sabots, d'accord? Je vais vous demander, mais au final, qu'est-ce qui a motivé votre choix par rapport à cet organisme de formation continue? Pourquoi ça? Et bien là. Le DU, je trouve qu'il est trop général, enfin, c'est trop global. Après, c'est intéressant de connaître les politiques internationales, mais enfin, plutôt internationales. Mais c'est trop général, c'est centré sur la pratique. Ok. Sur celle de l'Instagrammeur, juste j'ai bien aimé le côté discours éducatif, ça peut être intéressant. Mais j'ai quand même plutôt penché sur le dernier, parce que du coup, il y a argumenté ses choix thérapeutiques. Et je pense que quand on a argumenté ses choix thérapeutiques, on sait expliquer aux patients ce qu'on choisit, et du coup, les autres sont tellement présents. Ok. Donc, le côté éducatif. Il y a d'autres mains, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Alors, par élimination, le DU est très, je rejoins exactement ce qui a été dit, très théorique. Il n'y a pas de mise en pratique. L'Instagrammeur, il donne des solutions, mais il ne donne pas la construction des solutions. Et c'est ce que j'ai l'impression de retrouver dans le dernier, avec la dernière formation. C'est-à-dire qu'on apprend à résoudre, à raisonner, c'est ce qui est écrit, mais à organiser la pensée, alors que l'autre va nous donner une solution. Et là, on nous apprend à construire une solution. Je pense que c'est ça la nuance qui fait pencher vers la dernière formation. Ok. T'as l'impression que la dernière te permettra plus d'être autonome derrière. Ok. Bien que j'ai inversé, on avait dit. Pour ma part, c'est en termes de compétences. Moi, je me vois, mon besoin de compétences, il va vers le troisième du coup sur le raisonnement clinique et sur des stratégies. Pour moi, personnellement, quand je suis en état des lieux de mes compétences, c'est ce que plutôt j'ai envie de rechercher. Quand j'ai vu les trois différentes formations, pour l'instant, c'est vraiment ça. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir toute cette première au niveau du DU, c'est très très théorique. Et j'ai plus l'impression que j'ai besoin de ces compétences. Moi, je vais d'abord aller chercher ça en tout cas. D'accord, donc c'est toujours pareil, le terme raisonnement clinique, d'accord, et le fait que ce soit rattaché à la pratique, ça correspond plus aux besoins que tu as identifiés chez toi. On prend peut-être encore un ou deux, après c'est peut-être moi qui vais travailler quand même d'un moment. J'ai pris quelque chose quand même sur le début. Par contre, il y a quelque chose de super intéressant sur les formations continues. Néanmoins, je trouve que ça donne beaucoup de savoir-faire et peut-être un peu moins de savoir aussi la présentation des choses thérapeutiques. Et je trouve que le respect du psychosocial est hyper important dans le côté assistance de l'engagé et de la chronique. Donc c'est un aspect intéressant pour moi, l'aspect du DU. Okay. Merci d'avoir défendu le DU. Ok, deux personnes qui veulent exprimer une opinion? Ou est-ce que... Yes? Ah, il y a encore un. Allez. Une ou deux. Allez, deux. On s'arrête là? Où va?
Bon, c'est pour aider un peu mon confrère à défendre le DU aussi. Après, je pense que c'est aussi, là c'est très personnel, c'est un peu, on va dire, du militantisme de mon côté. C'est que je me dis, là, celui-ci, au niveau de la structure, comment est-ce que c'est énoncé, c'est très vendeur, c'est très beau. Mais en fait, ne sachant pas qui, pour l'instant, fait la formation, moi là, je m'imagine un volet commercial qui ne va pas me plaire. Plutôt qu'un DU, il faut qu'il reste dans une idée universitaire qui va plus me plaire de mon côté. Ok, ça veut dire que tu associes le DU à peut-être une meilleure objectivité ou en tout cas à peut-être moins de conflits d'intérêts, notamment financiers. Ok, c'est intéressant. On pourra en parler. Moi, je voulais juste dire que, en fait, peu importe le choix, parce que toutes les phrases elles sont quand même assez bateaux et c'est développé tout le temps. Et au final, ça peut tout rédigir, parce qu'en fait, en fonction de chacun, c'est hyper subjectif. Mais le troisième truc, c'est qu'on peut dire c'est une formation éligible au DPC, donc sous-entendu acceptée par l'HAS. Donc, en tout cas, elle est reconnue par l'État, et donc on suppose qu'il y a plus d'objectivité. Et qu'elle est basée sur les recommandations, sur les dernières preuves. Donc elle paraît mériter un peu plus d'attention. D'accord. Mais après, elle est surtout une reconnaissance aussi, une vraie reconnaissance, parce que n'importe qui peut faire n'importe quelle formation. Et d'ailleurs, certaines ont été quand même reconnues au final par la faculté, sur le remboursées par les essais, et au final non reconnues par la HAS. Parce qu'on a quand même une ordre de formation continue obligatoire. Et donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte, au-delà des titres qui sont parlants et qui, au final, sont seulement des mots. Ok, alors, donc, en fait, tu associes, si j'ai bien compris, tu associes le fait qu'elle soit financée par des organismes, par des organismes financeurs comme l'ANDTC ou le FICHPL à une forme de reconnaissance de fond du contenu. C'est ça? Ok. On pourra effectivement aussi discuter de ça. Je pense notamment qu'il y a des gens dans la salle qui ont des expériences de dépôt de dossier à NDPC et on pourra discuter de ça, je pense. Ok? Super. Ok, très bien. Allez, tout ce que vous avez dit, en fait, c'est très très juste. Les argumentaires que vous avez dit, ils sont très très justes. Vous avez analysé ça avec précision. Et la conclusion était super intéressante. C'est-à-dire que, au final, c'est beaucoup des phrases bateaux et on pourrait avoir l'impression que chacun a entendu ce qu'il voulait entendre. Et peut-être que c'est d'ailleurs presque l'objectif de ces phrases-là, que ça puisse résonner en vous. Donc du coup, vous avez fait votre choix final et comme je vous disais, l'argumentaire tient. Alors je suis désolé, c'est que j'ai pas mon retour, donc du coup ça me perturbe et c'est très mal poli ce que je fais. À chaque fois, je me retourne, mais c'est malheureusement j'ai pas trop le choix. Hop. Et je vous rejoins en tout ce que vous avez dit. D'accord? C'est que toutes les critiques que vous avez émises sont très justes. Et si on s'intéresse à chacune de ces formations, chacune va pouvoir incarner à sa manière différents biais, qui vont résonner en nous de manière plus ou moins forte. Si je prends effectivement le DU ou l'Instagrammeur, ça va incarner très bien le biais d'autorité, d'accord? Soit parce que l'université, soit parce que l'Instagrammeur, c'est de quoi il parle, mine de rien, c'est la réussite, c'est pas pour rien. On peut avoir également un effet de halo avec l'Instagrammeur, c'est qu'il a réussi sur Instagram, il a créé une communauté, donc tout ce qui touche devient de l'or. Je caricature bien sûr, mais c'est un peu l'idée qu'il peut y avoir derrière. Du coup, ce qui va être associé à lui sera forcément quelque chose de quali. Tous, il y aura un biais vraiment de sélection, d'accord, ou de confirmation. C'est un peu ce que tu disais, c'est qu'on va venir un peu prendre ce qu'on veut et on trouvera probablement des choses qui résonnent en nous. Ça peut être le raisonnement clinique, ça peut être une approche éducative ou biopsychosociale qui veut dire ah oui, ça en fait c'est important, c'est important pour moi et du coup ça va forcément orienter mon choix. Et on peut aussi avoir un biais de familiarité, c'est qu'en fait on peut se sentir proche. Ok, c'est un Instagrammeur, c'est un kiné comme moi. Ok, en fait on partage les mêmes choses. C'est des kinés comme moi, c'est des gens de terrain, c'est des cliniciens. Là où la fac, ok, c'est peut-être plus des chercheurs, des gens plus éloignés de mon quotidien. Donc ça peut être plus difficile de s'y associer. D'accord ? Et tous ces biais sont normaux et on pourrait en citer d'autres. D'accord ? J'ai pas voulu incarner d'autres biais, mais on aurait pu chercher à créer des formations qui vont jouer sur des appels à la peur. Okay, vous en avez des formations qui disent attention, si vous faites pas ça, vous serez dangereux. Enfin, on peut en trouver et il y en a plein d'autres des biais qui vont être sollicités, pas forcément consciemment, attention, je suis pas en train de dire ça, mais bon gré mal gré, qui seront incarnés par différents formats de formation.
Et la première étape, c'est probablement d'en avoir conscience, d'accord, de peut-être connaître les biais auxquels moi, individuellement, je suis sensible, pour pouvoir limiter l'impact qu'ils vont avoir sur ma prise de décision. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on va faire une formation, okay, bien souvent, ça va nous apporter des nouveaux savoirs. Mais il est important, et ça vous l'avez fait notamment au début, le terme il est sorti par là, je crois, que savoir des choses et être compétent, c'est deux choses très différentes. Et encore une fois, j'insiste, tout l'argumentaire que vous avez donné pour critiquer en bien et en moins bien chacun des formats qui ont été présentés ici sont justes. Okay? Et si votre projet, c'est principalement de jouer sur votre perception de compétences, il y a de grandes chances que cette typologie de formation-là soit suffisante par rapport à ce que vous recherchez. Si, en revanche, ce qui vous intéresse, vous, c'est pas forcément avoir l'impression d'être compétent. Et attention, je parle pas d'avoir l'impression d'être compétent et de pas l'être. Je parle juste de jouer sur votre confiance en vous, en vos capacités de... ça ne vous suffit pas. Si vous voulez un peu plus de garantie vers la compétence, il y a effectivement des chances qu'il faille trouver des moyens de s'extirper de tout ça et peut-être mettre un focus attentionnel sur d'autres critères que cela. C'est un peu ce qu'on va essayer de développer là. Si vous êtes dans le premier cas, il y a un risque non négligeable, c'est dans le cas où juste avoir les savoirs rassurants vous suffit, d'accord? C'est pas une critique, ça peut être vrai. Okay. Des fois, moi j'ai connu des apprenants, notamment les étudiants, où on avait un problème, c'est qu'en fait ils étaient bons, mais ils se sentaient nuls. D'accord? Ils étaient dans ce qu'on appelle dans la compétence inconsciente. Et dans ces cas-là, ça peut aider. Ça, se rendre compte, je fais une formation, c'est savoir, ah mais en fait je sais ça, et donc ça peut avoir cet effet-là. D'accord? Mais c'est pas forcément le plus courant. Si on est dans ce cas-là, le risque par contre, c'est d'être effectivement dans l'incompétence inconsciente, et là c'est un problème. D'accord? Parce que ça va venir souffler sur les braises de votre confiance, d'accord? Sans pour autant que vous soyez réellement compétent. Donc la question c'est, ok, très bien. On se rend compte que souvent les informations auxquelles j'ai accès sur la formation continue, ça va beaucoup jouer sur ma perception de compétences, okay, ça va beaucoup jouer sur les savoirs, donc potentiellement on a pu commencer à identifier certains biais qui peuvent influencer mes prises de décision et donc identifier potentiellement ce qu'il faudrait éviter, d'accord, même si c'est très situationnel, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher spécifiquement. D'accord? Donc c'est nécessaire de savoir quoi éviter, mais ça ne dit pas quoi aller chercher. Si on regarde, au final, aujourd'hui, qu'est-ce qui sont les plus grands déterminants de la compétence, d'accord? On trouve 5, on va dire, caractéristiques de formation. D'accord? La première caractéristique, c'est que ce soit des apprentissages en situation crédible, en situation clinique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de ne pas apprendre entre nous, uniquement entre kinés, mais apprendre avec des vrais patients, dans un contexte, entre guillemets, où on trouve des patients. Ce qu'on pourrait appeler, en termes de formation, la supervision clinique, par exemple. Okay, ça, c'est le premier critère. Le deuxième déterminant, d'accord, ça va être d'avoir des objectifs ciblés et des feedbacks réguliers. D'accord? Ça, des feedbacks réguliers, je peux l'avoir sur une formation de 2 jours, etc. C'est possible. Mais après, ça va pas forcément dans un temps long. Et justement, le temps long, c'est le troisième critère. C'est le troisième déterminant du développement de la compétence, par opposition, entre guillemets, juste au savoir. Le quatrième déterminant, c'est en fait une approche individualisée. Là, ça commence à être difficile. D'accord? C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait que les temps d'apprentissage ils soient optimisés pour moi à l'instant où je suis. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est quasiment impossible pour un organisme de formation de proposer ça sur la dizaine d'apprenants qu'ils vont avoir là-dedans. Et le dernier truc, c'est un terme un peu barbare qui s'appelle le compagnonnage cognitif. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ce terme-là? Compagnonnage cognitif? Non? Ouais, un petit peu. Les plus férus des sciences de l'éducation, effectivement, auront ça. Pour faire simple, l'idée, c'est que vous allez probablement vivre des expériences, et l'idée, c'est de les débriefer avec quelqu'un qui vous accompagne là-dedans. On va dire ça comme ça. Okay, c'est un peu quand vous avez, par exemple, un patient lombalgique, okay, vous dites, tiens, on va faire un exercice où vous allez expérimenter un mouvement qui l'associe à quelque chose de négatif, et vous le faites faire l'expérience, et puis après, vous prenez le temps, avec lui, de discuter. Tiens, comment c'est passé? Comment tu as ressenti? Etc. En gros, c'est ça. D'accord?
C'est ces 5 choses-là qui sont les déterminants, d'accord, d'un temps d'apprentissage qui va plutôt tourner vers la compétence et moins vers le savoir. Donc, logiquement, si vous m'avez suivi, et si vous n'êtes pas encore trop assommé par ces termes-là, vous avez dit, ok, très bien, donc j'ai identifié qu'il y avait des biais, que ces biais allaient pouvoir résonner différemment en moi en fonction de qui je suis, de l'individu. Ça veut dire qu'il faut que je me connaisse bien, et que je sais qu'il faut que j'essaie de reconnaître plutôt ces déterminants-là, c'est une approche individualisée, sur un temps long, etc. Mais où est-ce que je peux retrouver ça? Est-ce que finalement, ces caractéristiques-là, ces déterminants-là, ils existent, est-ce qu'ils sont incarnés? Quand on regarde la littérature, d'accord, il y a aujourd'hui un format, d'accord, qui incarne le plus ces 5 déterminants, donc qui vise à développer la compétence. C'est ce qu'on appelle, non, pas Naruto, le mentorat. D'accord? C'est ce qu'on appelle le mentorat. Et si j'ai mis ça, c'est parce que le mentorat est assez bien illustré par la posture de Kakashi. Ok? Est-ce qu'il y en a qui ont jamais vu Naruto? Oh, il est temps quand même. Ou alors c'est que vraiment j'ai vieilli. C'est un très bon manga. Bref. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est un mentor? Qu'est-ce que c'est un mentor? Alors, un mentor, c'est principalement une posture intellectuelle, mais si vous me permettez, vu qu'on n'est pas si nombreux que ça, et que niveau timing, on n'est pas trop mal, pour vous, c'est quoi un mentor? À quoi est-ce que vous associez la notion de mentorat? Yes, parlez fort, ça vous va? Pour moi, c'est quelqu'un qui, globalement, en termes de diplôme, de qualification, vous avez appris le même niveau, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner pendant un certain laps de temps pour discuter de la pratique que tu vas mettre en place et te guider sur lui, sa manière de faire, c'est encore un échange. Ok, je te rejoins complètement, et c'est une bonne description. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, pardon. Moi, c'est un côté aussi, c'est quelqu'un qui fait partie des pairs, mais qui a quand même une certaine figure, pas d'autorité, mais vraiment, que tu vas suivre, et qui va essayer pas de copier, mais il va plus t'apprendre que toi, tu vas lui apporter. Ok, d'accord. Tu as cette vision-là quand même un petit peu plus descendante, du coup. Pas complètement, mais un petit peu plus descendante. Ok, c'est intéressant. Alors, on pourrait longtemps discuter de ça, de qu'est-ce que moi, individuellement, j'attends d'un mentor. Globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le mentorat, c'est surtout une posture intellectuelle. C'est une relation, effectivement, au moins à deux, où il y a la notion de confiance, complètement, qui est importante. Et il y a une notion d'accompagnement, d'accord. Et il y a surtout l'idée qu'en fait, ça va être, on va dire, une facilitatrice ou un facilitateur. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre de progresser indépendamment de lui-même. D'accord? C'est en ça que peut-être la position plus descendante et horizontale est plus discutable. Ok? Alors, ok, disons-le. On s'est rendu compte que dans la formation, ça allait pouvoir jouer sur nos biais, d'accord, que c'était très personnel et individuel, que quand on regarde la littérature en sciences de l'éducation, il semble y avoir un format le plus recommandable, c'est le mentorat, mais comment je le trouve? Tu voulais réagir? Ok. Est-ce qu'il y en a qui a un élément de réponse? Ben oui, hein. Moi je botte en touche. Ouais, à tout là. En fait, ce qui est difficile, c'est que des fois, tu as des tuteurs qui vont avoir une posture de mentor. En fait, le tuteur, il y a souvent une relation plus contractuelle, notamment institutionnelle. Si on prend l'exemple dans les stages, c'est que là, c'est dans un cadre de convention tripartite, l'IFMK, et le contexte de diplôme. C'est ça qui fait un petit peu la différence. Mais on peut parfaitement avoir un tuteur qui adopte une posture de mentor. D'accord? On va rester sur cette explication-là plus simple, sinon ça pourrait être un peu trop long, si ça vous convient. Ok? Donc, on se rend compte que le mentorat, du coup, c'est un idéal, en tout cas aujourd'hui, à la lumière des sciences d'éducation, mais on se rend compte que c'est peu présent dans la réalité, et surtout, factuellement, si aujourd'hui,
toutes les propositions de formation continue étaient sur un format de mentorat, ça ne répondrait pas à tous les besoins. Et surtout, je pense que c'est une minorité d'entre nous qui sommes prêts à s'investir dans un cursus long, exigeant, comme ça. Donc, en fait, c'est un idéal qui est probablement pas atteignable. Donc maintenant, comment on fait? Comment on fait si on doit naviguer dans un univers où l'idéal théorique d'aujourd'hui, il est peu présent, peu représenté et pas forcément accessible? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que c'est un peu comme le mentorat, c'est essayer de faire une posture intellectuelle et il s'agit en fait de faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de tous ces déterminants-là. Et moi, ce que je vous propose, c'est pas de vous dire que telle et telle formation, elle est bien et celle-ci, elle n'est pas bien, d'accord? Mais c'est plus de s'obliger, nous tous, individuellement, parce qu'on est tous apprenants, à passer par des étapes, on va dire, intellectuelles, pour essayer de mieux choisir nos besoins. Et en fait, c'est un peu ce que vous avez fait au début de la communication avec ce choix sur l'embalgie. D'accord? Ce que je vous propose, c'est pas une méthode d'aide à la décision, c'est pas quelque chose qui va choisir pour vous, c'est pas de dire quand tel critère c'est positif et présent, quand tel critère est négatif il faut éviter, pas forcément, même s'il y a possiblement un certain red flag, d'accord? Mais c'est plutôt de se dire qu'en fait il faut passer par ces 4 étapes-là. La première étape c'est de clarifier vos besoins, parce qu'on s'est rendu compte que c'est très personnel et que possiblement les besoins que je ressens moi ne sont pas les mêmes que vous. D'accord? Et ça veut dire qu'il faut être au clair avec l'idée que ce qui peut être une excellente formation pour mon voisin peut être éclaté au sol pour moi. Donc c'est le premier verrou qu'on va sauter. Le deuxième, c'est de dire qu'il faut aller au-delà du titre et du marketing. C'est avoir conscience qu'effectivement, il y a des enjeux financiers, hein, on en parlera après, et du coup, essayer de savoir pour prendre la meilleure décision possible pour soi. C'est également d'identifier s'il y a des opportunités de transfert. Donc, c'est-à-dire, en gros, est-ce que la formation me permet de pouvoir être compétent, pas uniquement pendant la formation, mais au-delà. D'accord? Et également, d'être autonome. Si dans le détail, c'est quand, du coup, quand je dis clarifier nos besoins, c'est effectivement se regarder dans un miroir et de se dire, que peut-être les émotions que je vais ressentir, et c'est souvent ça le point de départ dans les choix de formation, c'est pas le meilleur des conseillers. D'accord? Et donc, du coup, prendre son temps. D'accord? Qui est en dernière année de kiné ici? Ok, très bien. Qui a déjà identifié la formation en laquelle elle ou il va s'inscrire avant les 6 premiers mois d'exercice? Ok. Donc là, il y a un risque, je parle que d'un risque, attention, que votre choix a été fait sur l'émotion et pas forcément sur la raison. D'accord? Pourquoi je dis ça? C'est qu'il est possible, / probable, d'accord, que cette décision ne soit pas faite sur une expérimentation répétée et posée aux limites vécues par vos compétences actuelles. Ce n'est qu'un risque. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas, non, ce n'est qu'un risque. C'est pour ça que souvent, il y a une question, je ne sais pas si les gens la poseront, c'est est-ce qu'il faut faire une formation 3 mois après le diplôme, 6 mois après le diplôme, 1 an après le diplôme? La réponse dit ça dépend de toi, mais grosso modo en moyenne, s'il fallait donner un chiffre, on pourrait dire 6 mois. C'est arbitraire. Ensuite, c'est avoir conscience que le marketing, d'accord, peut vous manipuler. D'accord? On peut prendre quelques exemples. Il y a des gens qui ont associé l'Instagrammeur à des choses effectivement pas très positifs, d'accord? Mais au final, parce qu'on est Instagrammeur, forcément, on va faire de la merde. Il y a des gens qui ont associé effectivement la fac à quelque chose de plus objectif. Fun fact, sachez que les DU, d'accord, c'est les seules activités pour les universités où ils ne sont pas cadrés. En fait, ils peuvent faire les prix qu'ils veulent. Et c'est bien souvent comme ça, en fait, qu'ils financent le reste. Ok? Donc c'est pas une garantie, non plus, les DU. Il y a des DU très bien, des DU éclatés au sol. D'accord? Et les prix sont libres là-dessus. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, quand les gens parlaient de la NDPC, d'accord? Alors, ceux qui ont déjà monté les dossiers, ils pourront le dire mieux que moi, d'accord? Mais ce ne sont que des critères administratifs. Enfin, il y a des grandes, comment dire, il y a des grandes lignes directrices qui sont données tous les ans. Et moi, je me rappelle, je ne sais plus il y a combien de temps, mais je crois que l'aromathérapie était dedans. Hein? Ouais, t'es d'accord? T'as vu que ça, non? Mathieu, non? Je sais plus, mais en tout cas, il me semble qu'il y a 4 ans, entre guillemets, on pouvait être financé des PC pour des trucs aromathérapie. Ce qui est discutable. Les 2 formations peuvent être très quali. Donc en fait, c'est pas une garantie, c'est uniquement l'administratif. D'accord. Ce qui est intéressant et ce qui est nécessaire, c'est probablement s'intéresser aux capacités de transfert qui sont offertes par la formation.
Est-ce que la formation me permet, c'est une méthode rigide, ou est-ce qu'elle me permet au contraire de transférer ça dans mon contexte demain? Est-ce que dans mon temps de formation, est-ce que j'ai des vrais patients? Est-ce que j'ai des temps de simulation? Est-ce qu'on me donne les moyens de transférer et d'évoluer dans la pratique de demain? Ou est-ce que c'est juste être compétent durant les 2-3 jours que m'offre la formation? D'accord? Et enfin, est-ce que la formation me donne les moyens d'évoluer et d'améliorer seul? Ou est-ce que ma seule solution pour pouvoir continuer à évoluer, c'est de repasser par une formation gérée par les mêmes personnes? Voilà. C'est probablement les 4 questions auxquelles il faut essayer de réfléchir, voire répondre, pour prendre la meilleure décision possible pour vous-même. L'idée, en fait, c'est que la bonne formation, c'est celle qui convient à vous maintenant. D'accord? Et qu'il faut juste trouver, en fonction du moment, celle qui rentre dans vos besoins. Si, en fait, je devais conclure, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise formation. Il n'y a que, en fait, des formations qui peuvent arriver à un moment où c'est pas forcément optimal pour moi et où les contenus peuvent ne pas être optimisés pour développer de la compétence. D'accord? Et ce qui est important, je pense, et là c'est une opinion que je vous partage, c'est que collectivement, nous sommes tous des apprenants. On est en situation d'apprendre, on est en situation de faire des formations, de communiquer, et c'est de tous, collectivement, relever notre niveau d'exigence. C'est-à-dire que ne pas accepter qu'il y ait parfois des informations trop peu précises, d'accord, et des formations trop basées sur les savoirs et pas sur le développement de compétences. Ça, ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin si vous voulez effectivement vous intéresser à comment choisir et comment les sciences d'éducation peuvent vous aider à choisir. Et je serai très heureux de prolonger la discussion avec vous maintenant. Merci à tous. Yes. J'ai prévu 10 minutes de questions. Donc, Ah, j'ai assommé les gens. Si, il y a une question là. C'est dur, hein, ça me bizarre comme ça. En tout cas, pour moi, c'est dur, là. Je suis un peu fatigué. Vivant le gala. Et du coup, vous aviez parlé du mentorat. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais aussi de mimétisme, entre guillemets, sur le mentor et donc de biaiser notre perception de la pratique en fonction de lui, comment il pratique le métier, etc. Ok. C'est un risque, mais si le mentor et là où le mentoré, d'accord, sont au clair sur leur posture et ce que ça doit être, normalement non. Donc en fait, si on se retrouve dans des actions de mimétisme, c'est qu'un mentoré qui se trouve à reproduire telle méthode, en fait, ça veut dire qu'en fait la posture n'était pas la bonne et qu'en fait du coup c'était pas du mentorat. En fait, le mentorat met aussi la pression sur les formateurs parce que ça demande entre guillemets à faire beaucoup évoluer nos pratiques et nos postures. D'accord? Parce qu'avant on avait, voilà. Donc c'est ça. Donc en fait ça demande de monter en compétence. Donc pour moi, si ça arrive ça, c'est qu'il y a eu un raté dans la posture. Ça veut dire que les gens sont pas compétents, mais des fois c'est plus ou moins facile. Moi j'avais une question parce que du coup j'ai vu que tu faisais partie des mentors sur enfin je sais pas comment ça se passe, on s'en fout. Quand j'en ai discuté un petit peu, globalement ils m'ont expliqué que pour être mentor, il y avait une sorte de système d'expertise pour être mentor, donc soit être fellow via l'iPhone, soit ça peut passer par les doctorats, par un master, il y a différentes choses qui permettent d'être mentor. Toi, qu'est-ce qui, parce que de ce que j'ai compris, tu n'as pas fini justement la formation qui te permettait de potentiellement être fellow. Qu'est-ce qui a fait que voilà, maintenant, aujourd'hui, tu mentors Merci pour ta question et je te remercie aussi de me permettre, sans que ce soit moi qui le dise, de mettre en lumière aussi un des gros biais que j'ai. Effectivement, moi je suis mentor pour un organisme de formation qui propose du mentorat. Ça a son impact forcément, mais je ne vais pas le dire tout de suite, donc merci pour ça. Et après, qu'est-ce qui fait que moi j'ai pu le faire? Alors en fait, le mentorat, ça demande surtout en fait, des compétences en sciences de l'éducation. Et moi,
la particularité, j'ai pas fait forcément de formation certifiante par rapport à ça, mais j'ai eu la chance de participer à un groupe de lecture en pédagogie médicale. Un truc de niche, hein. Vraiment, c'est une fois par mois des soirées à lire des livres de pédagogie médicale et d'être impliqué dans la formation initiale depuis longtemps. Du coup, en fait, j'ai développé des compétences par rapport à ça. Je me suis aussi formé, pas ma certifiante, ça fait maintenant quelques années que je participe à des congrès de pédagogie médicale. Donc c'est comme ça, en tout cas, que j'ai été recruté par l'organisme que tu cites là. Mais il y a d'autres moyens, parce que si on cite par exemple des organismes qui font des formations longues, où dedans il y a de la supervision clinique, très souvent, les gens qui sont en position de formateur ont eu une formation de formateur. Tu vois, moi le premier, en fait, la formation, j'ai commencé ça, j'étais étudiant, c'est-à-dire que j'ai fait la formation formateur BAFA-BAFD, okay, donc j'ai une formation de formateur, j'ai été formateur pour la FNEC, j'ai une formation de formateur pour ça, donc c'est ça qui a fait qu'ils ont accepté, enfin ils m'ont proposé de rejoindre leur pool. Okay. Et donc dans les organismes, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont aussi ça, probablement. Les gens qui font la supervision clinique, je vais parler de ce que je connais un petit peu, et peut-être s'il y a des gens dans la salle, ils pourront corriger si j'ai des bêtises. Par exemple, dans la formation longue en TMO, les gens qui, en fait, tous ne peuvent pas faire de la supervision clinique. Il faut pouvoir justifier une certaine expérience, sans diplôme, et peut-être même une formation formateur. Voilà. Mais il me semble, alors à corriger si j'ai une bêtise, que c'est géré en interne. Donc du coup, on pourrait, effectivement il y a qu'il y a du biais, mais il faut, je pense, surtout valoriser la démarche déjà. En fait, je pense que le plus important, c'est de se dire que en France, on a tendance à dire que si je suis expert du domaine, je peux former. C'est pas vrai. Et vous le savez mieux quiconque en tant qu'étudiant. Vous pouvez avoir des fois des experts du domaine qui sont éclatés au sol dans le formateur. Et vous avez des gens qui sont peut-être pas forcément des très bons cliniciens, par contre qui sont des excellents formateurs, voire même des excellents mentors. C'est deux choses différentes. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que je pense, c'est qu'il faut valoriser les compétences autour des champs de l'éducation. Et il y a plein de moyens différents de les développer, ces compétences. Il y a une question là, Mathieu. Merci beaucoup François. J'avais une question pour avoir surtout ton point de vue par rapport aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Quels critères tu pourrais nous donner? Quels sont tes critères si on posait la question comment évaluer l'expertise d'un influenceur et comment justement on peut prendre plus ou moins de recul par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on nous dit quand on connaît les problèmes des algorithmes, etc. Je pas dit que c'est pas fait, je sais pas dit que c'est facile. Comment est-ce que je peux me protéger effectivement de la manipulation et plutôt de la mobilisation des biais qu'il y a dans les réseaux sociaux autour des influenceurs? Je pense que la première étape, c'est d'avoir conscience qu'il y en a. Et avoir conscience que ce qui va apparaître, c'est par définition ce qu'on pense qui va résonner en moi. Et donc du coup déjà, c'est une posture de vigilance intellectuelle par rapport à ça. Ensuite, je dirais, c'est très personnel. Parce que je suis convaincu qu'il y a des influenceurs qui peuvent faire des choses très qualitatives. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des influenceurs, leur style communicationnel est repoussoir pour moi. Et je vois des choses vraiment, mais jamais j'irai. Mais ça peut dire que c'est nul. D'accord? Pour preuve, enfin, non, c'est pas une preuve, mais il y a des gens qui y vont, c'est très bien. Et quand on fouille un petit peu dans, par exemple, ce qui est proposé, des fois c'est très bien. Plus des fois, ça ne correspond pas à moi, à mes besoins. En fait, il faut être au clair par rapport à ça. Et après, il faut aussi se dire que en fait, c'est ok des fois de faire des formations qui, avec le recul, sont pas terribles. C'est pas grave. Ça fait partie du process. D'accord? Donc en fait, il faut accepter, je pense, et ça peut être un moyen à défaut. D'accord? Ça. Autre moyen qui pourrait être de se défendre de réseaux sociaux, c'est de demander plus. Encore une fois, quand vous choisissez une formation, si vous prenez une formation par exemple à l'NDPC, aujourd'hui les critères exigés par la NDPC, je pense que tu seras d'accord avec moi, sont insuffisants pour pouvoir savoir si la formation est de qualité ou pas. Ça répond à un besoin administratif. Et tout à l'heure, quand je disais qu'il faut qu'on soit collectivement plus exigeant, mais c'est pas que pour les influenceurs, mais c'est aussi vrai pour eux, en fait, il faut qu'on demande plus. Il faut aller emmerder et organiser une formation aussi fait le cas et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord? Gratter, pas se contenter uniquement du discours, voir les documents qu'il y a derrière et puis tester et accepter l'erreur. D'accord? C'est probablement le mieux à faire. Je sais pas si ça répond complètement à ta question.
Donc, vous avez dit que pour mieux choisir une formation, il fallait me demander si elle permettait de devenir autonome et d'évoluer seul. Comment on fait pour voir, étant donné qu'on a fait la formation Ouais. Il y a quelques red flags, il y a quelques signes qui peuvent être encourageants, mais qui ne sont jamais suffisants. Je dirais qu'il faut se méfier de tout ce qui va être d'une méthode. Il faut se méfier des formateurs qui vont pas accepter la remise en question, qui auront l'approche dogmatique. C'est des grandes portes, enfin c'est des petites banalités que je peux balancer par rapport à ça. Moi je me rappelle toujours, dans ce fameux cursus long, comme ça que j'avais fait, en TMO, l'année un peu charnière, le niveau charnière, c'est que je me rappelle, c'est sur le membre inférieur, et du coup on faisait des tests ligamentaires sur le pied. Et dans cette formation-là, j'avais appris l'existence d'un nouveau ligament dans le pied. Et il y avait un test pour celui-là. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un test pour chaque ligament. Et j'ai dit, c'est chelou, déjà je connaissais pas ce ligament-là, et ça m'avait pas si handicapé que ça. Et en plus, comme par hasard, il y a un test pour celui-là. C'est-à-dire que si on commence à faire un test par structure, je trouve ça bizarre. Et du coup, j'étais allé voir le formateur durant la formation. Je dis, mais c'est bizarre. Enfin, là, il me dit, voilà. Donc il m'a fait comprendre qu'en fait, effectivement, lui, il était contraint dans le canevas de l'amener, mais que c'est pas un sujet. Donc, toi par exemple, ça c'est un indicateur qui pour moi dit ok, lui je peux aller le questionner, lui il est ok pour dire ça c'est parti, ça l'est moins. Parce qu'après il y a des contraintes. Parce que dans l'exemple que je disais, c'était pas une formation où lui il avait les contrôles, lui entre guillemets il était un des formateurs dans un pool, dans un gros truc avec Real iPhone, etc. Donc il y avait un canevas qui a ses limites et ses avantages. Ça serait, je pense ça. Est-ce que les signes à rechercher, est-ce que c'est sur un temps long? Globalement, les formations sur un temps court, c'est un mal nécessaire. C'est comme les cours magistraux. Les cours magistraux, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, c'est un apprentissage, d'accord? Et ça permet l'apprentissage de masse. D'accord? Il y a besoin de ça. La formation courte, c'est un peu pareil, c'est un mal nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'optimiser. Si dans ma formation courte, il y a beaucoup de place pour la simulation, il y a une gradation dans la difficulté, il y a des temps qui sont optimisés pour le transfert pour demain, il y a des temps d'échange et de discussion, il y a des temps de régulation a posteriori. Ok, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à discuter. Tu vois, typiquement, un truc qu'on retrouve souvent maintenant dans les formations, mais je crois que ça marche pas pour le DPC, il y a que ça mieux que moi, c'est le 2+1. C'est-à-dire que je fais 2 jours, puis il se passe 1 mois, 2 mois et un jour. C'est-à-dire que le dernier jour, je peux venir avec les trucs que j'ai pas réussi, et on peut discuter ensemble de à quel point c'est juste moi qui n'ai pas compris, ou à quel point c'est une méthode qui est peu transférable après. C'est des petits signes comme ça qui peuvent être aidants. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est exigeant pour les formations, c'est exigeant pour les apprenants, et c'est pas forcément ce qui est financé. En fait, c'est un peu comme pareil, c'est une position que j'ai, mais etc. C'est comme ce que dit le SNMKR, d'accord, sur l'activité, c'est qu'on n'est pas forcément encouragé à faire de la qualité en tant que libéral. Et ben, grosso modo, les organismes financeurs, ils n'encouragent pas forcément à faire de la qualité en termes de développement de compétences. Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'initiative de l'organisme. On va prendre une dernière question, après ça sera l'heure. Merci encore François pour ta présentation. Tu as peu parlé de l'évaluation dans le cadre d'une formation. J'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. L'évaluation, c'est un sujet en soi, effectivement. J'ai fait le choix de ne pas l'aborder parce que aujourd'hui, il y a des évaluations pré- et post-formation. D'accord, c'est une demande des organismes financeurs, mais bien souvent, elles sont traitées comme une contrainte et pas forcément valorisées parce qu'en fait, être capable de faire une évaluation de qualité, ça demande du temps, ça demande des compétences encore plus développées à mon sens. Et je pense que c'est, en tout cas l'évaluation, on va dire au sens normatif ou sommatif, est pas forcément pour moi le principal critère. Voilà, donc c'est. L'évaluation formative. Ouais. Voilà. En fait, l'évaluation formative, j'ai fait le choix de l'aborder implicitement dans la supervision clinique. En fait, c'est que pour moi, si ma formation me permet, de manière immersive, dans le milieu clinique, d'exercer avec un mentor, peu importe, un mentor, etc., avec un vrai patient, et qu'il y a du compagnonnage cognitif derrière, en fait, s'il y a une discussion, un échange, ça revient à l'évaluation formative. En fait. Voilà. Mais très souvent, je peux me tromper par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est un terme qui est peu utilisé. Aussi parce que souvent, en tant qu'apprenant, même quand je suis diplômé, et même si j'ai payé, enfin ça continue, quand on dit évaluation, on se met dans une posture tout de suite qui n'est pas la même. D'accord? Et peut-être, c'est une hypothèse que j'ai, peut-être que les gens s'interdisent dans les organismes de formation d'utiliser ces termes-là pour pas conditionner les gens.
Comment? On pourrait parler de feedback formatif. Oui, voilà. Ça, c'est dans le feedback complètement. Donc c'est pour ça. Mais oui, effectivement, l'évaluation est un enjeu, mais ça fait, en tant qu'apprenant, tous, on se met un peu en position défensive dans ces cas-là. Merci beaucoup François. Avant que vous partiez, il y a une veste noire de papier qui a été faite. Si jamais quelqu'un tombe dessus par hasard, vous pouvez la donner à un t-shirt violet ou vert. Merci. Merci à vous. Merci pour les marches.